En 1917, il y aura un film qui parle de Cléopâtre. C'est le premier à raconter cette histoire et sûrement pas le dernier. Alors oui, on se fait chier, et même si ça vous intéresse, bah vous pourrez jamais voir le film en entier, parce que les dernières copies ont été brûlées. Et de toute façon, on s'en fiche, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de ce film. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Cléopâtre, un film lui sorti en 1963, qui a été à la source de l'accumulation de problèmes nuls, de gossip, et qui a fini par coûter 20 fois plus cher que prévu. À cause de ce film, la 20th Century Fox est passée à ça de la faillite. Laissez-moi vous présenter Cléopâtre, le film qui a coûté plus cher qu'Avatar 2. « 1960, Amérique. C'est la consommation, le racisme et le foyer de l'obésité, l'Amérique dans toute sa splendeur. Menacé par la télévision qui fait ses débuts fracassants, le monde du cinéma veut montrer qui il est. Je veux dire, ouais, je suis là, m'oubliez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est alors que la Fox décide de mettre des moyens colossaux dans un film pour bien remettre la télé à sa place. Et bah non. Si étonnant que ça puisse paraître, à la base, le film Cléopâtre devait pas coûter si cher que ça. Le but, c'était simplement de faire rentrer de l'argent, en s'appuyant sur le scénario de Cléopâtre sorti en 1917 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui à l'époque, il avait vraiment bien marché ce film. Du coup, ils se sont dit, bon, on refait la même chose et on gagne de l'argent. Voilà, c'est la technique, on jugera pas, tout le monde fait ça aujourd'hui. Reprendre des films qui marchent, ça se fait beaucoup. Oh. Excusez-moi. Ok, tout va bien, mais dans ce projet, quelqu'un n'est pas d'accord. J'ai nommé Walter Wanger. Bon, son nom, vous en faites ce que vous voulez, mais globalement, c'est le plus gros producteur du film. Lui, il arrive, il se pose là, il dit « Moi, je veux pas une actrice à $100 la semaine, je veux Elizabeth Taylor. » Directement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a été classée 7ème plus grande actrice, je crois que j'ai fait un 2, je sais pas, 7ème plus grande actrice du monde, de tout le monde entier, en 1999 par AFI 100 Years, 100 Stars. Ça là, voilà. Oh, l'assassinat que j'ai fait à la langue anglaise, c'est criminel de faire ça, c'est pas possible. Et vous imaginez bien qu'une actrice comme ça, c'est pas du tout gratuit, ce qui explique les hésitations de la Fox, parce que forcément c'est cher. Et eux, à la base, ils voulaient un film pas cher. Mais bon, ils finissent par céder parce que si Walter Wanger il est pas content, ils ont pas de film. Donc ils vont se faire foutre et ils cèdent. Parce qu'un producteur, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui file les thunes pour que le film soit réalisable. Donc sans production, sans producteur, il n'y a pas de film, y a rien. C'est pour ça que les producteurs ont souvent un droit de regard assez important. Et c'est souvent chiant pour les réals, voilà. Bon, du coup, sans trop d'étonnement, l'actrice leur a coûté très cher, près d'1 million de $, ce qui en a fait à l'époque l'actrice la mieux payée de tous les temps à Hollywood. Énorme! Mais là vous allez me dire, mais Oxtéon, y a un problème dans ton truc, c'est que $1 million c'est bien, mais c'est beaucoup, mais en vrai c'est pas énorme, tu vois. J'ai la réponse à tout la team, $1 million en fait, en comptant l'inflation, qui date pas depuis 2020, hein, l'inflation elle a toujours été là. Et en fait aujourd'hui, la valeur du dollar vaut 10 fois plus qu'à l'époque. En gros, c'est comme si elle avait empoché $10 millions comme ça pour un film. Au calme. Mais c'est pas tout! Elle obtient également 10% des recettes du film, c'est-à-dire que le film, quand il générera de l'argent, 10% de cet argent généré, il ira à Elizabeth Taylor, c'est énorme. Quelle belle journée! Et en plus de ça, elle a un droit de regard sur le choix du réalisateur. Voilà, elle a fait un braquage, d'accord, c'est énorme, tout ce qu'elle a eu. Elle a beaucoup de chance, bien joué à elle. Il fait chaud. Je vais briller là pendant les prochaines minutes, c'est pas grave. Bon, et justement, en parlant de réalisateur, le réalisateur qui a été choisi, j'ai nommé Rouben Mamoulian. Lui. Personne le connaît, je le connaissais pas non plus, je sais toujours pas qui il est vraiment, mais c'est lui, voilà, donc vous l'avez, c'est le nom, c'est comme ça. Bon, je vous épargne la période de choix des autres acteurs, parce qu'en fait on s'en fout. C'est donc en septembre 1960 que le tournage peut commencer. À la base, ce qui était prévu, c'était de tourner à Rome, mais plot twist, qu'est-ce qu'il y a à Rome à ce moment-là? En effet, c'était les Jeux Olympiques, du coup, on peut pas tourner. Donc le tournage est délocalisé en Grande-Bretagne, parce que y a moins d'impôts, et du coup c'est cool, parce qu'ils payent moins. Vous verrez que ça n'a pas été vraiment le cas en vrai. Le film prend des proportions de fou, si bien qu'il décide de construire tous les décors en vrai. Grandeur réelle, tout bien comme il faut et tout. Aujourd'hui, on aurait fait ça sur fond vert avec des effets spéciaux, mais à l'époque, ils tournaient avec des pellicules, et du coup, en fait, ces effets spéciaux-là, c'était très limité. Du coup, tu devais presque tout faire en vrai, si tu voulais des trucs réalistes. 3 hectares. Ils ont construit 3 hectares de décors.
c'est plus de 4 terrains de foot. C'est énorme, d'accord? Vous voyez le Parc des Princes x4, directement. Mais c'est pas le plus fou. Assimilez l'information que je vous donnais, là, préparez-vous mentalement. Les conditions météo étaient catastrophiques, si bien que toutes les nuits, en fait, il pleuvait, et du coup, tous les matins, ils devaient repeindre 1 hectare de décors qu'ils utilisaient dans la journée, pour les biens du tournage. Je vous montre quelques images du film, et vous allez vous rendre compte à quel point c'est phénoménal. Imaginez, t'es là, tu dois repeindre ça tous les matins. C'est énorme, c'est gigantesque. Rien ne va, rien ne se passe bien, d'accord? Il n'y a aucune chose qui s'est bien passée. La pluie, la boue, la neige fondue, le brouillard, même quand il faisait à peu près beau, dès que l'on prononçait un mot, on voyait de la buée sortir de la bouche des acteurs. Vous imaginez bien que pour une reconstitution d'Alexandrie, ça emmène pas large. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Mais c'est pas tout. À peine un jour de tournage, et Elizabeth Taylor, je rappelle, c'est l'actrice qu'ils ont payé une fortune, elle tombe malade. Voilà. C'est pas trop chiant, mais il faut le guérir, du coup elle peut plus assister au tournage. Donc l'équipe, ils vont pas rien faire, ils vont simplement tourner toutes les scènes où elles sont pas là. Sauf qu'il y en a pas beaucoup. Genre vraiment, ils ont pas pu faire grand chose en vrai. Le résultat de toutes ces merdes, c'est que la Fox perd 100 000 $ par jour. On rappelle que 100 000 $ c'était le budget initial du film, qu'ils perdent chaque jour, c'est énorme. Bon, il y a peut-être un mec au bout d'un moment qui s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de mettre en pause le tournage, et c'est en effet ce qui a été fait, parce que 100 000 $ par jour, j'imagine que ça doit faire mal en vrai. C'est ainsi que tout est interrompu après que la Fox ait tourné 10 minutes de film, perdu 5 millions de $, et fait attendre des milliers de figurants dans le froid. C'est ainsi que Rouben Mamoulian finit par démissionner au milieu de ce bordel sans nom. Trop de pression, j'imagine. En même temps, t'as vu dans quoi tu t'es embarqué, frérot? Grosse avance rapide, on est en avril 1961, et un nouveau réalisateur a dû être nommé, Joe Mankiewicz. Ça paraissait être une très mauvaise idée parce que c'est pas du tout son style de film, là, le film de Cléopâtre, mais la Fox n'a encore une fois pas trop eu son mot à dire parce qu'on le rappelle que Elizabeth Taylor avait un droit de regard sur le réalisateur et que elle s'entendait bien avec Joe Mankiewicz parce qu'elle avait réalisé plusieurs films avec lui, plusieurs films, je sais pas s'il y en a plusieurs ou un, mais en tout cas elle avait déjà fait un truc avec lui et du coup c'est lui qui a été choisi. Bon, le tournage est censé reprendre en Italie en avril. Enfin une bonne idée de la prod, je tiens à le souligner, bien joué à eux, ils ont enfin réfléchi un peu. Du coup ils vont détruire tous les décors qu'il y avait en Angleterre et les reconstruire en 2 fois plus grands en Italie. Déjà que ça leur avait coûté 5 millions de $ la première semaine, c'est-à-dire à peu près 250% du budget initial du film. Qu'est-ce que vous nous faites là? Pourquoi vous le faites en plus grand? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Mais là, gros stop. La maladie d'Elizabeth Taylor se transforme en pneumonie, beaucoup plus grave, et du coup vraiment le tournage est encore stoppé, alors qu'il a même pas commencé. Let's go, ça fait la une de tous les médias parce que Elizabeth Taylor c'est un peu la Margot Robbie de l'époque. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais globalement, ça doit être un truc comme ça. Et du coup, tout le monde s'inquiète parce que elle est vraiment entre la vie et la mort, quoi. Bon, heureusement, elle est sauvée in extremis, mais son état de santé ne permet pas la reprise du tournage. Dommage, ça aurait pu bien se passer. Je sais que ça devient répétitif, mais tout est redécalé à septembre 1961, excusez-moi. Donc ils ont 5 mois de plus pour préparer 2-3 trucs. Et ces 5 mois de plus, ils vont les mettre à profit. D'abord, de nouveaux acteurs vont être embauchés pour remplacer les anciens qui avaient déjà presque tous démissionné. Là, ça vaut le coup de vous les présenter, vous verrez pourquoi plus tard. Je vous présente Rex Harrison et David Burton, si je dis pas de conneries, et Richard Burton, excusez-moi, qui font respectivement Marc-Antoine et César. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, laissez-moi vous présenter Rex Harrison et Richard Burton qui font respectivement Jules César et Marc-Antoine. Ensuite, Mankiewicz décide de réécrire un scénario à sa façon, sauf que 5 mois pour écrire un scénario d'un film de 6 heures, c'est très peu. Donc le tournage reprend à nouveau dans des conditions abominables, à croire que c'est leur kiff. La météo est aussi mauvaise en Italie qu'en Grande-Bretagne. Let's go. Et quand ils reprennent le tournage, le scénario est bouclé qu'à moitié par Mankiewicz qui n'a pas pu écrire la fin. C'est que la moitié, genre ils ont que 3 heures sur les 6 heures de film. Alors pour tenir la cadence et écrire et tourner en même temps, qu'est-ce qu'il fait le réalisateur? Il se dope. C'est tout. La journée, quand il tourne pas, il écrit. Le soir, il écrit. Et quand il sort dans son bureau, il se met des produits pour se réveiller. Et puis le soir, vu que les produits sont trop forts pour dormir, il se met d'autres produits pour dormir. Et le matin, on le réveille, il reprend tout ça. Dès qu'il s'endort, il se met des produits. Dès qu'il veut s'endormir, il se met d'autres produits. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'il fasse un bel arrêt cardiaque. Et devinez ce qui se passe? Eh rien.
Je sais pas comment c'est possible, mais il est comme ça, il a tenu jusqu'à juillet. S'il vous plaît. Juillet. Attendez. Septembre, janvier. Oh, putain, je connais. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 11 mois. En vrai, je me fous de sa gueule, mais c'est très fort, sachant que le film sera reconnu après comme étant une giga dinguerie, genre. Et pour rajouter la cerise sur le gâteau, la presse commence à se mêler sérieusement à ce tournage, déjà parce qu'il commence à prendre des proportions astronomiques et que ça risque de devenir le film le plus cher de tous les temps, et aussi pour un autre truc. Sur le tournage, on retrouve Elizabeth Taylor et Richard Burton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les deux sont respectivement en couple avec quelqu'un d'autre, et il se trouve qu'ils en ont un peu rien à foutre. Bon voilà, je vous laisse imaginer, ça fait un giga bruit médiatique, surtout que c'est fou, ils s'en cachent pas plus que ça, ils en ont rien à foutre. Ils sont en couple respectivement, et ils... ça me fout, c'est n'importe quoi. Pour une comparaison sûrement pas ouf, c'est un peu comme le couple Tom Holland-Zendaya qu'il y a eu à l'époque. Je pense que ça a fait à peu près le même bruit, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas TikTok, c'était les médias qui s'en chargeaient. Donc, comme si ça suffisait pas, ça ajoute une pression en plus au tournage. Comme ça, c'est encore plus le bordel, parce que ça n'était pas assez en vrai, je trouve. Perso. Bon, cet enchaînement de pas de chance ou de pas de talent ou de pas de bordel, pas d'organisation et tout, ça se finit en juillet 1962. Et il est l'heure de parler argent. Déjà, ça a été une catastrophe financière pour la Fox. À cause de Cléopâtre, ils ont dû expédier le tournage d'un autre film, parce que sinon ils auraient pas eu assez d'argent pour le financer, et en plus de ça, c'était tellement limite qu'ils ont dû vendre certains de leurs terrains pour ne pas couler. En parallèle à tout ça, ils avaient aussi un gros tournage en cours avec comme actrice Marilyn Monroe. Voilà, bon, ils avaient un problème avec les grosses actrices. Sauf qu'elle s'est suicidée en plein milieu du tournage, donc tout l'argent qui avait été investi là-dedans, il a été perdu. On était à ça de plus jamais revoir la Fox. Au total, Cléopâtre aura coûté près de 44 millions de dollars à l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à 428 millions de dollars américains. Après l'inflation. D'après Wikipédia, ça en fait le deuxième film le plus cher de tous les temps, derrière Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. C'est énorme. Si on fait un petit raccourci, ça veut dire qu'il a coûté plus cher que Star Wars, qu'Avatar, que Avengers Endgame, et même peut-être que les trois ensemble. Je suis pas sûr de ce que je dis par contre là. Non, je crois que je dis de la merde. Non, en gros, c'est 10 millions de plus qu'Avengers Endgame, 50 millions de plus que Spider-Man 3, 50 millions de plus que Avengers Infinity War. Et au final, le Star Wars le plus cher, c'est-à-dire le dernier, là, l'Ascension de Skywalker, c'est 100 millions de moins. Au final, le film mettra 10 ans à être rentable, et on ne sait pas aujourd'hui combien il a rapporté, mais c'était pas forcément un énorme... Je suis en train de lire là, mais attends, mais j'en ai plus rien à foutre. excusez-moi. Je disais donc qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas combien vraiment il a rapporté, mais c'était pas non plus un giga succès commercial, et c'est pas comme le dernier Barbie là qui a rapporté un nombre astronomique d'argent. Si vous voulez le voir, il dure 4 heures. J'avais dit 6 tout à l'heure, mais en fait au montage ils l'ont réduit à 4 heures avant de le diffuser en salle. Il est disponible sur YouTube gratuitement en espagnol, je sais pas pourquoi, mais il est en espagnol sur YouTube. Si vous voulez aller entrevoir ou si vous êtes espagnol, allez-y. Je vous mets le lien en description, et toutes mes sources sont aussi en description comme dans toutes les vidéos où je me suis inspiré de sources. Disclaimer, il y avait écrit au début, mais normalement je le redis maintenant, je ne suis tout sauf un pro, c'est mes premières vidéos, j'y connais pas encore grand chose dans le cinéma et tout. Soyez indulgents, il se peut que je dise des conneries. N'hésitez pas à me corriger de façon bienveillante dans les commentaires, comme ça on en apprend tous, et c'est carré. Bon, abonnez-vous, mettez un like s'il vous plaît, je l'ai pas dit de la vidéo, en vrai ça m'aiderait de fou. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, c'est là pour ça, et ça m'aiderait de fou, et ça me donnerait envie de continuer aussi. Voilà, c'est un peu un nouveau type de format où je raconterai des histoires comme ça de temps en temps, j'espère que ça vous plaît. C'est beaucoup de travail, hein, c'est mine de rien, de faire des recherches comme ça, là j'ai pas eu besoin de lire de livres, mais des fois j'ai besoin de lire des livres pour ces trucs. Donc ouais, ça peut être long. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée, je crois que c'est plus ou moins à cette période-là que... Ouais, non, je pense qu'elle est vraiment sortie mi-septembre, tout le monde a déjà passé ça, mais bon. Bonne année scolaire alors, c'était Oxtéon, ciao.